Bonjour, vous avez déjà entendu parler de machines virtuelles et de conteneurs, mais êtes-vous vraiment sûr de quoi il s'agit? Je m'appelle Sacha Attias et aujourd'hui, avec mon compère Hugo Gendarme, Bonjour. nous allons vous présenter plus en détail ces technologies et leurs potentielles failles de sécurité. Avant toute chose, nous allons définir ce qu'est un conteneur et un namespace. Alors, qu'est-ce qu'un conteneur? Un conteneur est une vieille fonctionnalité des OS Unix permettant un cloisonnement entre les daemons, donc des processus tournant en arrière-plan. Les conteneurs sont souvent comparés aux machines virtuelles de par leurs applications. Cependant, leurs principes et leurs avantages et inconvénients diffèrent sur de nombreux points. Pour résumer brièvement, une machine virtuelle. Un OS va, à l'aide d'un hyperviseur, simuler l'ensemble des éléments physiques d'une machine afin de lancer un nouvel OS avec son propre kernel et ses différents devices, tels que la RAM ou bien ses ports. Tout ceci est possible en lançant un nouveau process /init, plus connu sous le nom de process one, permettant le lancement d'un nouvel OS. Une machine virtuelle est considérée comme étant relativement lourde, notamment à cause du lancement d'un ou plusieurs nouveaux OS complets par-dessus l'OS hôte, et donc l'utilisation de plus de mémoire. De l'autre côté, nous avons les conteneurs Linux ou Unix qui permettent quant à eux de lancer des processus sans l'intermédiaire d'un nouveau kernel et sans l'intermédiaire d'un processus /init. Il va donc tout simplement utiliser le kernel déjà présent sur la machine hôte afin de lancer seulement les processus nécessaires au bon fonctionnement de l'application conteneurisée. Ils utilisent donc moins de ressources que les machines virtuelles complètes et réduisent la pression sur la mémoire de l'hôte. Plusieurs outils de haut niveau servent de wrapper au-dessus de la fonctionnalité de base afin de faciliter la création, le maintien et les dépendances d'une application, comme par exemple Mesos, LXC ou bien Docker. Pour mieux comprendre ces technologies, nous avons besoin de vous introduire la notion de namespace sous Linux. Avec l'émergence de technologies de conteneurisation légères comme Docker, il est devenu très simple et habituel de réaliser des tests divers et variés sur un ensemble isolé de processus. Si les outils sur lesquels reposent les conteneurs sont multiples, l'un des piliers de ce procédé est l'utilisation de namespace Linux. Ces derniers ne datent pas d'hier, le terme namespace a été introduit pour la première fois en 1992 dans le plan 9 from Bell Labs. Qui est un système d'exploitation expérimental développé par Bell Labs. Ce n'est cependant pas un Linux malgré la ressemblance sur de nombreux éléments. Côté Linux, c'est en 2002 qu'Alviro implémente une première idée de ce que seront les namespaces. Une première, puisque ce qui à l'origine est prévu pour être qu'un élément finira par être à ce jour un ensemble de 7 namespaces, chacun introduit au fur et à mesure des patchs du kernel à partir de 2006. L'idée est simple, un ensemble de ressources système est enveloppé et tous les processus de cet ensemble ont la sensation d'être isolés du reste du système. À l'initialisation de ce dernier, un namespace de chaque type est créé et utilisé par tous les processus qui peuvent créer ou rejoindre d'autres namespaces. Le type en question faisant partie de la liste à venir. Il existe du coup 6 types de namespace historiques. En premier, on a le namespace PID qui lui fournit un ensemble d'identifiants de processus qu'on nomme PID. Il s'agit d'une structure hiérarchique dans laquelle le namespace parent peut afficher tous les PID des namespaces enfants. Lorsqu'un nouvel namespace est créé, le premier processus obtient le PID 1 et constitue une sorte de processus init, donc initialisation, qui définit le namespace. Cela signifie également que si on tue ce PID 1, alors on mettra immédiatement fin à tous les processus de son namespace PID et à tous les descendants. En second, on a le namespace dit ICP. Celui-ci empêche la communication avec les autres processus, plus simplement, il interdit l'échange d'informations avec les autres processus. Par la suite, on a le namespace net,
qui lui crée une pile réseau entièrement nouvelle, y compris un ensemble privé d'adresses IP, sa propre table de routage, une liste de sockets, une table de suivi des connexions, de pare-feu et d'autres ressources liées au réseau. Ensuite, on a le namespace mount qui monte un système de fichiers propre au processus qui est différent du système de fichiers de la machine hôte. Vous pouvez ainsi monter et démonter des systèmes de fichiers sans que cela n'affecte le système de fichiers hôte. Par la suite, on a le namespace user qui lui fournit à la fois l'isolation des privilèges de la séparation des identifications d'utilisateurs entre plusieurs ensembles. Il permet par exemple de donner un accès root dans le conteneur sans qu'il soit root sur la machine hôte. Et enfin, on a le namespace UTS qui associe un nom d'hôte et de domaine au processus pour avoir son propre hostname. Un processus est donc toujours associé à un namespace de chacune de ces catégories. Pour conclure cette première partie, la technologie Docker possède de nombreuses fonctionnalités de nos jours, mais beaucoup d'entre elles reposent sur les fonctionnalités de base du noyau Linux vu précédemment. Pour entrer plus dans les détails, les conteneurs contiennent généralement un ou plusieurs programmes de manière à les maintenir isolés du système hôte sur lesquels elles s'exécutent. Ils permettent à un développeur de conditionner une application avec toutes ses dépendances et de l'expédier dans un package unique. En outre, ils sont conçus pour faciliter la mise en place d'une expérience cohérente lorsque les développeurs et les administrateurs système déplacent le code des environnements de développement vers la production de manière rapide et reproductible. Nous allons désormais détailler deux failles majeures qui sont arrivées il y a peu de temps, en 2019. La première faille est la CVE 2019-5736. Cette faille a été trouvée le 11 février 2019 dans l'outil RunC. Elle est considérée comme étant une faille majeure et critique d'un score CVSS v3 de 7,2, qui est relativement élevé. Elle permet une évasion du conteneur et donne l'accès root sur la machine hôte afin de mettre en danger toute la machine physique et potentiellement tous les conteneurs qu'elle héberge. Cette faille est de très bas niveau, car elle provient de l'outil RunC permettant de créer et lancer des conteneurs Linux, lui-même utilisé par de nombreux outils tels que Docker, Containerd ou LXC par exemple, qui sont eux-mêmes utilisés par d'autres outils tels que Kubernetes ou Rancher. Nous allons désormais parler de la vulnérabilité. L'attaquant va donc commencer par créer un conteneur malicieux en spécifiant comme entry point. Donc l'entry point, c'est ce qu'on met dans le Dockerfile. C'est une instruction qui permet de configurer le conteneur et qui est lancé en premier comme un exécutable au lancement de celui-ci. Du coup, il va spécifier comme entry point un lien symbolique vers le chemin /proc/self/exe. Donc pour bien comprendre à quoi correspond ce lien symbolique, on va détailler sa composition. Donc /proc/PID, ça donne des informations sur le processus relatif à ce PID. /proc/self est quant à lui un peu spécial car il donne des informations sur le processus demandant l'accès à ce dossier et donc de son propre PID. /proc/self/exd quant à lui correspond à l'exécutable à partir duquel ce processus est lancé. Donc maintenant qu'on a compris à quoi correspondait ce lien symbolique, on va détailler ce que l'attaquant va faire. Donc le conteneur malveillant va donc utiliser RunC pour exécuter l'entry point, qui lui-même correspond à l'exécutable de ce même processus. C'est donc en exécutant son propre exécutable dans le conteneur, une espèce utilisée par ce nouveau RunC correspond à celui de la machine hôte. C'est ici qu'on perd donc tout l'intérêt de cloisonnement du namespace. Cependant, le deuxième processus RunC est dans le conteneur et n'a accès qu'à ses propres dépendances. C'est donc ici que l'attaquant aura au préalable modifié ses dépendances telles que la libc. Ces modifications vont donc premièrement réouvrir le fichier de l'exécutable en passant par /proc/self/exe, mais seulement en lecture, car ce processus est encore en train de s'exécuter. Deuxièmement, il va lancer un nouveau processus qui lui attend que RunC finisse son exécution afin de cette fois l'ouvrir en écriture. Donc là on peut voir la petite boucle for, une très longue boucle for,
il va attendre pour pouvoir l'ouvrir en write only. Du coup, après cet accès, il va écraser l'exécutable de runC sur la machine hôte et injecter du code dedans. Ce qui implique potentiellement une montée en privilège de l'attaquant lors de la prochaine exécution de runC, car runC tourne en tant que root sur la machine hôte. Nous allons désormais voir comment ça a été fixe. Donc, quand runC va démarrer, il va copier son propre exécutable en mémoire. Ce qui implique que le conteneur malveillant ne pourra pas écraser l'exécutable original, mais celui en mémoire. Du coup, on a une petite fonction self-cloned où on voit comment il clone l'exécutable en mémoire. De plus, l'écrasement de l'exécutable n'est possible que si l'utilisateur utilisé dans le conteneur est root, avec l'UID 0, qui correspond à l'UID de root sur la machine hôte. Ce qui permet de passer inaperçu vis-à-vis du kernel lors du check de privilège et lors des interactions avec les fichiers. Une bonne pratique ici serait de préciser un utilisateur pour ces conteneurs qui n'a pas accès root et qui a un UID différent de 0 pour éviter toute ambiguïté. Nous allons donc maintenant vous présenter la deuxième faille assez connue qui était du coup la CVE 2019-20-794 qui elle touchait les namespaces Linux. Donc il s'agit d'une vulnérabilité classée problématique qui a été retrouvée dans la version 5.6.11 du kernel Linux. Donc elle était affectée par une fonction inconnue du composant Fuse File System qui, avec la manipulation d'une valeur d'entrée inconnue, menait à une vulnérabilité de classe Denis Service lorsque les espaces de nom d'utilisateurs non privilégiés étaient autorisés. Un utilisateur peut créer son propre espace de nom PID et monter un système de fichiers Fuse. Lors de l'interaction avec ce système de fichiers Fuse, si les composants de l'espace utilisateur étaient terminés via une suppression du PID 1, cela entraînait une tâche bloquée et les ressources étaient donc définitivement verrouillées jusqu'au redémarrage du système. Cela entraîna donc un épuisement des ressources de l'ordinateur. Il n'y a aucune information à propos de possibles contre-mesures, donc pour se protéger de cette faille qui sont connues, il était du coup suggéré de remplacer l'objet infecté par un produit alternatif. Nous allons désormais voir les bonnes pratiques générales à appliquer lors de l'utilisation de conteneurs. La sécurité d'un conteneur repose sur 3 grands principes. La confidentialité. Seules les personnes autorisées peuvent avoir accès aux informations qui leur sont destinées, ce qui empêche une montée en privilège indésirée. L'intégrité. Toute donnée ne doit pas être altérée de façon malveillante en restant exacte et complète. Pour cela, l'utilisation d'images communautaires est donc plus fiable afin de garantir l'intégrité de l'image et donc de son conteneur. Il y a par exemple Docker Hub qui utilise un système de certification de ces images publiques. Et enfin, la disponibilité. Le conteneur doit fonctionner sans faille afin de garantir le bon fonctionnement de l'application conteneurisée et de la machine hôte. L'utilisation d'un orchestrateur de conteneurs peut aider à cela tel que Kubernetes ou même Ansible. Merci de nous avoir écoutés. On espère que ce complément de cours vous aura apporté beaucoup d'informations et beaucoup de connaissances. Et à la prochaine pour de nouveaux cours.